Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APHG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, c'est aussi la possibilité à chaque émission d'écouter ou de podcaster à part la partie pédagogique où un spécialiste vient présenter un document et un personnage que vous pourrez réutiliser dans vos classes. Joël Cornette, on se retrouve dans la seconde partie de l'émission pour évoquer, comme il est maintenant de coutume, un personnage que les collègues pourront présenter à leurs élèves et puis un document. Alors ce document, vous l'avez choisi un petit peu particulier, il est gigantesque, c'est le château de Versailles. On le verra dans la seconde partie. Pour l'instant, est-ce que vous pourriez nous présenter et nous dire en quoi Vauban est un personnage essentiel du XVIIe siècle en France ? Oui, alors Vauban, parce que d'abord, certains de nos collègues pourraient presque faire une enquête régionale. C'est-à-dire que je me rends compte qu'un peu partout en France, il y a du Vauban. C'est-à-dire que Vauban a tellement voyagé, on pourrait partir de là, songez qu'il a parcouru tout au long de sa vie 180 000 kilomètres en 57 ans. C'est-à-dire plus de 3000 kilomètres par an au service du roi. Ça, c'est la première idée. C'est un homme donc qui voyage, on verra évidemment pourquoi très vite, mais voilà, la première chose, peut-être demander aux élèves, dans la région dans laquelle on est, est-ce qu'il y a des traces de Vauban? Et je suis sûr qu'en cherchant bien, vous allez en trouver. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, c'est la vie de Vauban. C'est une vie très longue et il est pratiquement le contemporain de Louis XIV. Je rappelle, Louis XIV, il est né en 1638 et meurt en 1715. Vauban naît en 1633, c'est-à-dire qu'il a 5 ans de plus de Louis XIV, et ça, c'est pas un détail, c'est tout à fait intéressant, et il meurt en 1707. Voilà. Alors, Vauban, qui c'est? Alors, bon, évidemment, on a deux images de lui. La première image de lui, c'est l'ingénieur de Louis XIV, l'ingénieur militaire de Louis XIV. Et donc, quand on parle du roi de guerre, on pense à Vauban, qui est celui qui prend les villes. Il a participé, il a dirigé, il a commandé pratiquement une grande partie des sièges de villes. Et les sièges, c'est la grande affaire de Louis XIV. Louis XIV adore les sièges. C'est une manière de se mettre en spectacle et de mettre en valeur la puissance terrassante de l'État royal. Et puis Vauban, le deuxième Vauban, c'est celui qui protège l'État royal. Tout à l'heure, j'évoquais Louis XIV un peu comme un grand paysan qui clôture son champ. Son champ, c'est le royaume. Et la clôture du champ, les pierres qui marquent les balises du royaume, c'est les forteresses. Et si vous regardez une carte des forteresses de Vauban, eh bien vous verrez ces forteresses étendues tout autour du royaume, aussi bien du côté des frontières de l'Est et du Nord que du côté de la mer. Je suis brestois. À Brest, on a du Vauban. Vous allez à La Rochelle, vous allez à Rochefort, et encore une fois Dunkerque, etc. Partout, il y a du Vauban. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est ça qui rend Vauban passionnant. C'est que Vauban, c'est un multicarte, si je peux dire. C'est un sésame aux multiples portes, comme l'écrit Michel Virol, qui est l'historienne qui a dévoué toute sa vie à Vauban. D'ailleurs, je recommande aux collègues de lire un livre de Michel Virol. Vous trouverez facilement la bibliographie. Vauban, qu'est-ce que c'est? C'est un stratège, j'ai dit les preneurs de villes, c'est aussi un poliorcète, c'est-à-dire qu'il a construit et réparé plus de 100 places fortes dans toute la France. C'est un urbaniste, il a conçu des villes nouvelles, et ça c'est tout à fait important. Je pense à Neubrisa, je pense à Lille, je pense à Dunkerque. C'est aussi un statisticien, c'est un homme du calcul, un savant, un ingénieur. C'est aussi un économiste, un agronome, un penseur politique, et aussi un homme de terrain. Il va au combat. D'ailleurs, si vous regardez un portrait de Vauban, c'est très émouvant. Il a toujours une tache sur sa joue, et cette tache, c'est en fait des éclats d'un coup de feu qu'il a subi lors d'une prise de ville lors de la guerre de dévolution. Donc c'est vraiment un homme de terrain. Et alors, il y a un troisième Vauban, et c'est celui qui m'intéresse le plus, c'est le Vauban qui... Alors je parlais de ses voyages dans le royaume
de France, de ces 180 000 kilomètres qu'il a fait. C'est-à-dire que, voilà, alors que Louis XIV reste un peu dans son palais, on va justement parler de Versailles, Vauban voit la société réelle. C'est-à-dire que quand il va dans les provinces pour son rôle d'ingénieur, son rôle de bâtisseur, de protecteur de la frontière, eh bien, il n'hésite pas à aller dans des fermes de paysans et de les interroger. Et là, si vous voulez, c'est passionnant parce que on a quelqu'un qui se rend compte concrètement des difficultés de la société réelle, c'est-à-dire des difficultés qu'ont à vivre les paysans, à joindre les deux bouts, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire le poids des impôts, le poids des droits seigneuriaux. Et donc, Vauban va tout faire pour, d'une certaine façon, imaginer la manière d'alléger ces charges fiscales. Et ça, c'est le troisième Vauban, ce Vauban réformateur, qui va, alors c'est le grand livre, évidemment, qu'il va publier avec ses propres deniers, et ça aussi c'est très émouvant. En 1707, l'année de sa mort d'ailleurs, il fait paraître... chacun connaît le titre, la dîme royale. Et la dîme royale, c'est un livre où il explique, voilà, il faut un impôt qui concerne toute la société. Il ne faut plus que la noblesse soit exclue de la fiscalité ou le clergé, mais cette dîme royale va peser sur tous les biens, sur tous les revenus. Finalement, c'est vraiment l'invention de l'impôt universel, en quelque sorte, de l'impôt sur le revenu. Alors, ça ne sera pas réalisé, évidemment, même si on fera quelques essais, mais voilà, ça c'est ce troisième Vauban, donc réformateur, presque philosophe, qui annonce les Lumières. Donc, vous voyez, c'est ça qui rend justement ce personnage particulièrement, je crois, intéressant et très humain, justement, à la différence peut-être d'un Louis XIV un peu désincarné, qui incarnerait l'État, mais qui justement est assez loin des sujets et de la société réelle. Alors j'aurais aimé, avant de passer à la présentation de Versailles plus en détail, que vous reveniez un petit peu sur ce Vauban pour Louis VII, en expliquant ce qui a fait son succès. On disait ville prise par Vauban, ville fortifiée par Vauban, ville imprenable. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que d'abord, il a rationalisé la prise de ville. Il a par exemple inventé des formes nouvelles de capture de ville. Alors je pense notamment à Maastricht, la prise de Maastricht en 1673. C'est au début de la guerre de Hollande. Et d'ailleurs, si vous allez à Versailles, on va parler de Versailles, ça fait un peu la transition entre Vauban et Versailles. À Versailles, dans la galerie des glaces, sur le plafond de la galerie des glaces, il y a une peinture qui représente le roi. Oui, le roi, et pas Vauban, parce que on ne présente pratiquement que le roi. On regardera sur Versailles. Et chacune de ces images de Versailles, de la galerie des glaces, il y a une légende. Et pour Maastricht, il est écrit Maastricht prise en 13 jours. Et pour l'époque, une prise de ville en 13 jours, c'était absolument formidable. Pour penser par exemple, le siège de Candie a duré 25 ans. Bon, alors 13 jours, 25 ans, mais c'est pour vous montrer, alors par Vauban en particulier. Et pourquoi en 13 jours ? Parce que Vauban à Maastricht a pour la première fois mis en place le système des tranchées en zigzag, permettant d'avancer vers la ville par un système de zigzag qui est pris d'ailleurs sur les Turcs qui avaient innové de cette manière. Voilà un exemple de rationalisation de la prise de ville par Vauban. D'autre part, amélioration aussi de la rotation des régiments, des troupes, amélioration des sapeurs qui sont chargés de creuser les tranchées. Enfin, il y a tout un système justement presque économique de la prise de ville, rationalisé, et puis économie en homme, parce que Vauban ne supporte pas de voir la mort. Ça aussi, ça le rend très très humain, un homme de guerre, mais qui fait tout pour économiser le sang des hommes. Il nous dit d'ailleurs sans arrêt, il veut absolument économiser la vie. Et ça, c'est très 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 émouvant, très très intéressant par rapport à ce roi de guerre qui voudrait par exemple des grandes actions en plein jour pour que tout le monde le voit. Vauban dit non, peut-être que la nuit ce serait mieux parce que la nuit ça permettra d'éviter de tuer trop d'hommes. Enfin voilà quelques exemples, mais effectivement Vauban a complètement innové et a révolutionné le système de prise de ville. D'où j'évoquais tout à l'heure à propos de la révocation de l'édit de Nantes, le crève-cœur qu'a été pour lui la révocation, puisque beaucoup d'officiers qui l'entouraient et qui connaissaient donc ses secrets de prise de ville sont passés à l'ennemi et notamment à l'électeur de Brandebourg.
Et puis, vous l'avez dit, Vauban a laissé son empreinte. C'est aussi pour ça, effectivement, vous avez raison, qu'il est connu, je pense, de beaucoup de Français, parce qu'il y a, surtout dans les zones frontalières, des forts, des villes construites avec ces plans spécifiques. Je pensais aux plans en étoile notamment, qui sont un petit peu la signature de Vauban. Voilà, le Mont-Dauphin, par exemple, c'est une ville pratiquement neuve, dans la montagne. C'est un tour de force extraordinaire. Et là, on retrouve le Vauban ingénieur qui va voir sur le terrain, calcule, réfléchit, fait des plans, dessine. Autour de lui, il y a toute une équipe performante, vraiment de dessinateurs, d'ingénieurs, de balisticiens, qui étudient tous les éléments pour construire la ville parfaite. Merci Joël Cornette pour Vauban. Alors on va passer au document qui est un peu exceptionnel aujourd'hui, mais je pense qu'à vous avoir c'est aussi très intéressant de l'évoquer, c'est Versailles. Alors dites-nous un peu, tout sur Versailles ça serait un peu long, mais dites-nous en tout cas l'essentiel. Oui, Versailles. Et là aussi, je recommande aux collègues même de consacrer une journée à la visite de Versailles, ce que je faisais quand j'étais professeur, aussi dans le secondaire qu'à l'université. Pourquoi ? Parce que Versailles, d'une certaine façon, c'est une archive. Et ça, on oublie trop souvent. L'archive, c'est pas simplement l'écrit, c'est pas simplement un texte. Ça peut être un bâtiment, on a vu avec Vauban, mais Versailles, c'est formidable. C'est une archive de pierre qui dit l'absolutisme. C'est-à-dire qu'on a là une sorte de témoignage de Louis XIV par Louis XIV de son autorité. Et Versailles, le château de Versailles, d'ailleurs, a été voulu par Louis XIV contre Colbert, qui trouvait que c'était trop cher, que c'était indigne du roi, qui voulait Colbert que le roi reste au Louvre, notamment. Or, Louis XIV a tenu absolument, d'abord par volonté, par respect par rapport à son père, qui avait construit le premier Versailles, un petit château de cartes, comme disent les contemporains, et bien de construire cet édifice absolument gigantesque, énorme, unique en son temps, qui est le château que nous connaissons aujourd'hui. Alors c'est une véritable archive de pierre qui dit l'absolutisme, d'abord par sa démesure, par ses dimensions, et c'est pour ça que je propose à tous les collègues de consacrer une journée au moins à Versailles. Alors le matin, le jardin, parce que les jardins c'est tout à fait important, c'est tout un monde de mythologie, c'est toute la culture finalement de l'élite du XVIIe siècle qui est là, à travers les statues, à travers les fontaines, à travers ce parc qui reprend un peu les métamorphoses d'Ovide, et donc avec vos élèves, chacun pourrait parcourir ces jardins, d'autant que, alors là je recommande un texte formidable que j'ai publié et annoté d'ailleurs aux éditions Talendier en livre de poche. J'ai préfacé et annoté les mémoires de Louis XIV, et après les mémoires de Louis XIV, j'ai voulu mettre la manière de visiter les jardins. Parce que Louis XIV était passionné par ces jardins, et alors à tous ses visiteurs, il imposait la promenade rituelle des jardins qui durait 2 heures, 3 heures, 4 heures, et Louis XIV a écrit un itinéraire, à 6 reprises d'ailleurs, pour montrer ces jardins. Et c'est un document passionnant que je recommande à chacun, et vous pourriez tout à fait avec les élèves l'itinéraire en main, refaire le parcours de Louis XIV. Et Louis XIV explique d'ailleurs, arrêtez-vous ici, voyez cela, voyez la Tône, le bassin de la Tône, etc. Et donc voilà, et ça je l'ai déjà fait avec mes propres élèves, ça marche formidablement bien. C'est-à-dire qu'on peut suivre les pas de Louis XIV et voir les différents points de vue, parce que le château a été conçu aussi comme une sorte de, je dirais presque Disneyland avant la lettre, c'est-à-dire un lieu de métamorphose. C'est-à-dire que à mesure qu'on marche, eh bien, le château disparaît ou réapparaît comme une sorte de métamorphose par tout un jeu scénique qui a été d'ailleurs conçu par le nôtre. Le nôtre, c'est celui qui a fait les jardins de Versailles, et on a les textes de le nôtre où il explique tout ça, tous les effets d'optique voulus pour Louis XIV, pour montrer un magnifique château plein de métamorphoses, toujours, je pense à Ovide, évidemment, qui est un peu le maître à penser de ce lieu, en tout cas la partie extérieure. Donc voilà, les jardins. Et puis, il y a bien sûr le palais. Alors le palais, lui aussi, c'est une architecture source, et dans ce palais, il y a de multiples images, et là, évidemment, alors je conseille aux collègues de visiter l'intérieur l'après-midi, et notamment 2 parties qui sont essentielles, ce qu'on appelle le grand appartement, avec toute une série de peintures qui sont faites par Charles Lebrun, où le roi n'apparaît jamais, mais où sont montrés tous les héros de l'Antiquité auxquels Louis XIV est comparé. Auguste, Nabucodonosor, César, etc. Et il y a différentes actions de ces héros de l'Antiquité qui dupliquent les actions du roi.
Donc c'est-à-dire qu'on peut lire l'histoire du règne à travers les héros de l'Antiquité. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Avec les élèves, vous pouvez tout à fait d'ailleurs faire une sorte d'interrogation et essayer de voir, par exemple, la création du port de Misène dans l'Antiquité. À quoi ça fait allusion? Ça fait allusion à la création du port de Rochefort par Louis XIV. Donc vous voyez, chaque image a une correspondance avec la réalité du règne. Les jeux du cirque, eh bien, c'est des jeux aussi qui sont en relation avec les spectacles que Louis XIV aime donner aux courtisans. Donc voilà, les 7 pièces du grand appartement sont tout à fait intéressantes. Et puis évidemment, il y a la Galerie des Glaces. Et la Galerie des Glaces, qui est le cœur du palais. À l'origine, c'était une terrasse qui est devenue la Galerie des Glaces après la paix de Nimègue. Et bien dans la Galerie des Glaces, vous avez 27 tableaux qui représentent tous les événements, notamment militaires de la monarchie Louis XIVienne. Et là, on retrouve vraiment le roi de guerre. D'ailleurs, dans mon livre Le roi de guerre, j'ai intitulé un des chapitres Versailles, temple du roi de guerre. Et là, on a vraiment ces images glorieuses d'un roi transcendant, un roi jupitérien. Je parlais de Maastricht prise en 13 jours. Ça a été Vauban qui était l'ordonnateur de prise de ville, mais on ne voit que Louis XIV qui représentait une espèce de dieu de l'Olympe, même s'il est représenté avec ses traits véritables. Alors là, on voit Louis XIV, alors que dans le grand appartement, on ne le voit pas du tout. Eh bien, dans la Galerie des Glaces, c'est lui qui apparaît vraiment en personne. Donc voilà, bon, je pourrais évidemment parler des heures sur Versailles, mais je pense qu'avec des élèves, on peut tout à fait focaliser sur ces 3 éléments, le jardin, le grand appartement, et puis les Galeries des Glaces, qui sont 3 images progressives du pouvoir de l'autorité politique incarnée par Louis XIV. Alors j'aurais aimé, Joël Cornette, que vous nous disiez aussi, pourquoi Versailles en fait? Pourquoi il est allé à Versailles, Louis XIV? Vous disiez, oui, voilà. Question. Alors beaucoup ont pensé, et c'est pas tout à fait faux d'ailleurs, que Louis XIV a été très impressionné par la Fronde, et au moment de la Fronde, il a dû quitter Paris, fuir Paris, face aux frondeurs. Et puis il a été très choqué aussi par l'opposition des grands et du prince de Condé. Et donc d'une certaine manière, construire Versailles, c'était assembler autour de lui la noblesse. Et l'assembler dans un système, je dirais, de dépenses et d'ostentation tout à fait importante. Puisque les nobles à Versailles sont obligés d'être près du roi. Le roi dit souvent c'est quelqu'un que je ne vois jamais. Et ne pas être vu par le roi, c'est évidemment une condamnation. Donc être près du roi, c'est évidemment se faire reconnaître, mais c'est aussi ne plus se révolter. C'est aussi simple que ça. Et puis je dirais qu'il y a une deuxième raison auquel on n'a pas beaucoup pensé, qui est que l'État Louis XIV, c'est un État spectacle. Et donc d'une certaine façon, le cérémonial est tout à fait important. D'ailleurs, toute la journée du roi est ritualisée avec les élèves. Vous pouvez tout à fait détailler depuis le lever jusqu'au coucher tous les éléments de la journée du roi. Et c'est une journée qui est un spectacle, depuis le lever auquel participent les grands jusqu'au coucher. Et donc pour cette cérémonialisation, il faut de l'espace. C'est aussi simple que ça. Et donc d'une certaine manière, la grandeur visuelle de Versailles permet de visualiser justement le spectacle de l'autorité politique, parce que le pouvoir se donne à voir et la vision du roi est absolument essentielle. D'une certaine façon, Louis XIV est le premier acteur de ce spectacle, de cette salle de spectacle que représente Versailles. Et d'ailleurs, songez que Versailles ressemble à une salle de spectacle. La scène serait le château et les spectateurs, ça serait la ville, puisque face au château, il y a une ville neuve qui a été construite. C'est très rare les villes neuves au temps de Louis XIV. Et bien Versailles, c'est une ville tout à fait neuve. On a la charte de création de la ville en 1671 et vous avez 3 avenues et immenses qui font 70 mètres de large, ce qui est absolument inouï à l'époque. Tout est plus grand à Versailles que tout le reste. Justement, la grandeur visuelle de Versailles, c'est la grandeur du roi. Et ces 3 avenues convergent en trident vers la chambre du roi. Puisque vous savez que tout se résume à Versailles, à partir de 1701, à un centre qui est à la fois la chambre du roi et la salle du conseil. C'est d'ailleurs très intéressant que les deux éléments, salle de conseil où le roi dirige l'État et chambre où il dort, soient ensemble. Comme si finalement les 2 corps du roi étaient confondus. J'avais commencé cette intervention en parlant de la vraie phrase de Louis XIV, « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours. Je m'en vais le corps, l'État demeurera toujours le conseil. » Et bien d'une certaine façon, les 2 corps du roi sont visualisés au cœur même et sont le cœur même du château de Versailles. Donc si on vous suit, Joël Cornette, Versailles, c'est à la fois une mise en valeur de la monarchie du pouvoir Louis XIVien, et c'est aussi un moyen de rabaisser l'orgueil des grands, en tout cas de les faire venir à Versailles pour ne plus qu'ils se révoltent. Ah, tout à fait. Et d'ailleurs, il a réussi.
aussi, puisque au temps de son règne, que je sache, il n'y a pratiquement pas d'insurrection des grands, c'est terminé. Il y a bien une petite agitation des Rohan en 1674, mais qui n'a rien à voir avec la fronde de Condé. Et d'ailleurs, Condé est devenu un serviteur absolument servile de Louis XIV à partir de 1661. Et donc, pour dire ce qu'avait étudié Norbert Elias, qu'est-ce que c'est cette société de cour à Versailles ? La société du cours, c'est une société de paraître, une société de comportement, une société aussi de discipline de mœurs. Et ça, c'est tout à fait essentiel. C'est-à-dire la mode, la manière de se comporter, d'être ensemble, de parler, de self-control en quelque sorte. Tout ça, c'est la cour. La cour, d'une certaine manière, invente l'homme moderne, nous invente. Nous en sommes d'une certaine façon l'héritier. Joël Cornette, on vous remercie. Donc on rappelle qu'une bibliographie complète de cette partie du chapitre sur l'affirmation de l'État en France est disponible sur le site apag.fr, ainsi que les documents que vous avez commentés, vous aurez des visuels. Merci pour cette belle présentation et puis pour ces bons conseils aussi à la fois de visite. Je pense notamment à ce que vous avez évoqué sur le sens de la visite. C'est vrai qu'on a tendance à commencer par le palais puis les jardins. Je pense qu'effectivement en sens inverse, ça donne une mise en perspective qui est totalement différente. Donc oui, merci pour vous tout. C'était vraiment très intéressant et à bientôt. Au revoir. Merci. Retrouvez-nous sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de l'APAG www.apag.fr.